Bon, je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, merci à toutes et à toutes d'être présents et présentes avec nous aujourd'hui au webinaire donc, qui s'intitule Victimes de la mode au Bangladesh et au Cambodge, comment les ouvrières du textile ont-elles vécu la crise de la pandémie du Covid-19. Donc, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein d'ActionAid. On a travaillé durement autour de la diffusion de ce rapport puisque c'est un webinaire qui accompagne la sortie d'un nouveau rapport que vous pourrez consulter tout de suite après le webinaire. Simplement, du coup, pour vous expliquer un peu les règles du chat donc, et du webinaire en règle générale. Donc, ce webinaire durera 1 heure. Il est disponible en version français, mais également en anglais. Pour cela, donc pour entendre en fait la traduction des différentes interventions de Morium et Catherine, vous pouvez aller dans l'onglet interprétation, et simplement cliquer donc la langue que vous voulez écouter, soit l'anglais ou le français. Et donc comme ça, vous allez pouvoir entendre nos merveilleuses traductrices aujourd'hui qui sont avec nous, Louise et Mathilde, qui suivront ce webinaire pendant 1 heure. Pour les règles du chat, donc vous pouvez communiquer avec nous via le chat. Je vois bien toutes vos questions. Je vois notamment la question « Est-ce que c'est ici qu'on pourra poser nos questions ?» Donc, c'est tout bon. Je vois, je prendrai également vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire est interactif. Donc, vous pouvez vraiment poser, répondre aux questions dans le chat avec grand plaisir. N'hésitez pas surtout. Voilà, donc j'espère que tout va bien chez vous, que vous avez toutes les règles de ce webinaire en votre possession et qu'on va pouvoir du coup commencer. Du coup, notre webinaire va se dérouler donc comme suit. On va vous faire une petite introduction sur l'industrie du textile dans le monde et on va passer directement à la présentation générale du rapport, son historique, ses objectifs et également les résultats qu'on a pu constater. Dans un deuxième temps, on va pouvoir vous parler des leviers d'action, comment se mobiliser, comment s'organisent les campagnes autour de l'industrie du textile. Et à la fin, on a rajouté un peu la ActionAid France Touch sur cette approche genre et bien sûr le fait que la fast fashion est aussi un enjeu féministe et on vous parlera exploitation des femmes et violences sexistes et sexuelles dans le cadre de cette industrie. C'est aussi un des résultats et un des éléments forts et clés de ce rapport qu'on a essayé d'illustrer au mieux. Du coup, simplement, en guise de petite introduction, je voulais laisser la parole à Sundus Kemis, qui était du coup assistante droit des femmes pendant 6 mois et qui a accompagné la diffusion de ce rapport. Aujourd'hui, elle est au Liban pour ses études, mais je voulais lui laisser un peu la parole pour s'exprimer. Sundus, si tu es parmi les panélistes, elle m'a dit qu'elle avait une connexion un peu aléatoire. J'espère qu'elle pourra m'entendre, mais je crois qu'elle n'est pas encore, elle n'est pas encore connectée. Tout à l'heure, je l'ai vue connectée, mais elle a dû se déconnecter. C'est pas grave, on lui laissera la parole un peu plus tard. Du coup, ça me permet de vous parler de nos panélistes, de nos intervenantes aujourd'hui. Donc, on a Catherine Tu qui est responsable des campagnes et du plaidoyer chez ActionAid Australie. On a également Moriam Nessa qui est responsable droits des femmes et égalité des genres chez ActionAid Bangladesh. Et ça, c'est 2 personnes du coup qui ont contribué grandement à la rédaction de ce rapport, à la rédaction du coup en anglais du rapport. Et également, on a Naila Ajatouni qui nous a rejoint, qui est déléguée générale du collectif Éthique sur l'étiquette et qui viendra nous parler un peu plus précisément du coup de la campagne, de la mobilisation et de la cible plutôt entreprise. Hop, je continue dans ma présentation. Donc, du coup, en guise de présentation, simplement, bon, on parle souvent de l'industrie du textile à cause de ses externalités négatives sur le climat. Et c'est important d'adresser ces faits. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pris aussi un peu le parti de vous rappeler les grands chiffres qu'il y a autour de cet impact écologique de l'industrie du textile. Donc, en effet, voilà, les constats d'un rapport qui s'intitule « La mode sans dessus-dessous » de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur l'impact de la mode de l'industrie du textile sont vraiment explicites. On apprend que l'industrie du textile est le 3e secteur le plus consommateur d'eau dans le monde, après la culture du blé et du riz, et que la
production du textile utilise plus de 4% de l'eau potable disponible dans le monde entier. C'est également l'industrie du textile, c'est également 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre qui sont émis chaque année par ce secteur, ce qui représente jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Donc voilà, un petit point rapidement sur l'impact écologique, puis je pense que c'est important de l'adresser. Mais aujourd'hui, on va surtout prendre une approche basée sur les droits des travailleurs et des travailleuses, puisque c'est notre corps de métier ici chez ActionAid, mais chez ActionAid France aussi. Et donc voilà, simplement vous rappeler que le secteur de la mode emploie 75 millions de personnes à travers le monde. Cette industrie dite jetable a des conséquences vraiment sociétales, sociales. On parle d'exploitation des enfants, d'exploitation des femmes, de salaires extrêmement précaires, de salaires de misère et de conditions de travail indécentes. Donc en effet, les multinationales sous-traitent largement et externalisent leur production dans un souci de rentabilité. Le choix des pays où sont produits puis importés les vêtements répond à des critères stratégiques, une main-d'œuvre qui est très peu onéreuse, une réglementation sur l'usage des pesticides, mais aussi des engrais qui n'est pas toujours mise en place. Donc voilà, c'est tout un tas de raisons pour lesquelles les entreprises, les multinationales décident de s'installer sur des pays stratégiques, on va dire. Simplement vous rappeler également qu'en Europe, donc le droit du travail protège les collaborateurs, les collaboratrices quant à leurs conditions salariales. On parle ici de la procédure REACH sur le marché européen, qui assure par exemple un contrôle partiel sur la fabrication et l'utilisation des substances chimiques. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le monde et qui mériterait fortement d'être mis en place. Le rapport que nous avons sorti, donc c'est une étude qui a été menée au Cambodge et au Bangladesh entre 2020 et 2021, après la pandémie de Covid-19. Et donc c'est vraiment en ce sens que le rapport est éloquent, puisqu'il va nous donner à voir finalement les conséquences de cette industrie de cette industrie, comment elle a pu un peu exacerber toutes les inégalités qu'elle avait déjà mises en place. Donc là, c'est ce que je vous disais, la crise a véritablement exacerbé les inégalités et comme bien souvent dans ces crises, ce sont les plus vulnérables qui sont les plus exposés. Et c'est véritablement ce que tend à montrer le rapport et nos collègues donc d'ActionAid Bangladesh et Cambodge sont partis à la rencontre de près de 218 personnes qui ont été interrogées entre 2020 et 2021 sur leurs conditions de travail, mais aussi plus largement leurs conditions de vie. Et elles ont pu témoigner de l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur finalement leurs conditions de vie et leur vie quotidienne en règle générale. Donc, dans ce rapport, on part à la rencontre de Shana, une ouvrière de l'usine Violet Apparel, qui est entre autres un sous-traitant de Nike au Cambodge. On part également à la rencontre de Mom, qui vit au Cambodge, de Sheila au Bangladesh. Ce sont toutes les trois des ouvrières de l'industrie du textile et qui vont venir témoigner de ces conditions de travail très difficiles, même éprouvantes. On parle de salaire de misère, de violence, de harcèlement, et la liste est encore longue. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de parler de ces principaux résultats de cette étude, de rencontrer les personnes qui ont contribué à son élaboration et les activités qu'il est possible de mener en termes de mobilisation pour faire cesser ces injustices. Simplement en guise de petite introduction, et là vous allez pouvoir un peu jouer avec l'outil qui est le chat, je vous propose quelques petites questions, un petit quiz d'autopositionnement. Ce sont des résultats qui sont vraiment, qui font partie intégrante du rapport. Donc, vous allez apprendre un peu plus sur les grands résultats qu'on a pu avoir suite à l'enquête que l'on a menée en 2020 et 2021. Donc, selon vous, quel est le salaire minimum légal au Bangladesh dans le prêt-à-porter par mois? Je vous ai mis plusieurs solutions, donc 230 € par mois, 134 € par mois ou 83 € par mois. Donc, je vous laisse répondre un peu dans le chat
si vous avez une idée. Autrement, voilà, je passerai à la question suivante. Je vous demande également au Cambodge, est-ce que vous avez une idée du salaire minimum légal? Pareil, 230 €, 188 € ou 74 €. Donc déjà, ça s'agite dans le chat. Donc oui, exactement, vous avez raison. Au Bangladesh, on parle bien de 83 € par mois, et au Cambodge également, voilà, 74, pardon, excusez-moi, 188 € par mois. Voilà, ce sont des résultats qu'on a pu constater dans le rapport. D'autres petites questions donc relatives au rapport. Au Bangladesh, selon vous, combien de travailleurs, travailleuses ont perdu leur emploi finalement à cause de la pandémie? 36%, 24% ou 11%? Je vous laisse répondre dans le chat. 36. Voilà, c'est ça. Vous avez raison. Donc, c'est bien 36% qui ont perdu leur travail suite à la pandémie de Covid-19. En moyenne, on constate 11 mois de chômage avant de retrouver du travail. Et là, je vous ai pris une petite verbatim de Sheila, donc cette travailleuse au Bangladesh, qui dit « Je ne veux même pas penser à la période difficile qu'on a traversée pendant le confinement. Personne ne nous a aidés. C'était chacun pour soi. En un appel de quelques secondes, l'usine m'a renvoyé et mon propriétaire m'a expulsé en plein milieu de la nuit. » Voilà, donc c'est assez impactant et c'est vraiment ce que vous avez retrouvé dans ce rapport. Ça donne vraiment un visage humain à toutes les conséquences de l'industrie de la mode. Une deuxième et dernière question, combien de travailleurs, travailleuses selon vous ont eu du mal à se nourrir pendant le confinement? 23%, 43% ou 55%? Et ça répond déjà dans le chat, vous êtes vraiment plus vif que moi ce matin. Exactement, c'est 55%. Et au Cambodge, ce sont près de 89% des personnes qui ont épuisé leur économie pour acheter de la nourriture pendant la crise. Donc c'est vraiment inacceptable. Et là, pour illustrer ça, je vous ai pris un peu le témoignage de Shana, cette ouvrière dans l'usine Violet Apparel au Cambodge qui a fermé en juillet 2020. Shana nous dit « Pendant le confinement, je n'ai reçu d'aide alimentaire de la part d'aucune autorité locale ni de personne. Mes parents ont dû vendre leurs cochons pour m'envoyer de la nourriture et de l'argent et m'aider à gérer la situation, puisque nous n'avions plus le droit de sortir pour travailler. » Donc voilà, encore une fois, ça donne vraiment un visage à toutes les conséquences que l'industrie du textile peut avoir. Sans plus tarder, je vous laisse du coup avec Catherine Tu, du coup, qui est notre collègue d'ActionAid Australie, qui a géré cette campagne autour de l'industrie du textile. Je vais partager sa présentation. Comme ça, elle va pouvoir vous parler un peu plus longuement sur finalement voilà, comment s'est construit le rapport et les résultats qui ont pu découler de ce rapport. Catherine, the floor is yours. Thank you. And first of all, just want to say congratulations to ActionAid France for the release of the report. It's very exciting to also have it in Europe as well. Thank you for having me here today. I want to start off just by telling you a bit about ActionAid Australia, because all of the different country offices have a bit of a different history and how we came to be involved in this campaign. So originally, we were founded as an organisation called Austcare. And that was an NGO dedicated to defending the rights of people seeking asylum and protection in emergencies. And we became a part of the ActionAid Federation in 2009. So it's been over a decade now that we've been part of ActionAid, which is very exciting. And during that time, we've really sharpened our expertise in human rights and poverty eradication. And we have a focus on building and supporting the leadership of women in low-income countries to campaign for their rights. And underpinning our work, we use a human rights-based approach, which is about recognising and building the agency and the rights of the people we work with. And through our campaigns, that means that we aim to amplify the voices and the priorities of the women that we work with overseas. So this campaign, which in Australia
we call the She Wears the Cost campaign, which is our campaign to support the rights of women garment workers. We launched it in Australia in April 2021. So it's been running for over a year now. And it was 1 year after the start of the COVID-19 pandemic. And we launched it with our lovely partners in ActionAid Bangladesh and Cambodia. And it was in the aftermath of witnessing the small positive gains that garment workers had experienced in their rights go backwards with the COVID-19 pandemic. So as many of you know, garment workers before the pandemic had their rights systematically violated through issues such as low wages, unsafe workplaces, and freedom of association. Some gains have since been made. So a lot of big brands now are transparent about where they produce their clothes. So they disclose which factories they're using. And a lot have made commitments around living wage, even though the actual living wage has yet to be realised on the ground. So there's a lot of work to do. But when COVID-19 hit, some of these things went backwards. So lockdowns in the global north meant that big brands had cancelled orders, delayed orders, and they tried to negotiate very aggressive discounts. And these impacts were pushed onto the people at the bottom of the supply chain, so women garment workers. So the report, which I can see you call it victims of fashion, in English we've called it casualties of fashion, how garment workers in Bangladesh and Cambodia are wearing the cost of COVID-19. It was a project designed to document the impacts on garment workers 1 year into the pandemic. It was collaborative, so between ActionAid Bangladesh and Cambodia. And we worked with the country offices as well as local partners and unions to collect data on these impacts. So you can see the breakdown there around how many workers were surveyed in each country, what was the gender makeup, and then also the factories. So in terms of the methodology of the report, the survey consisted of roughly 40 questions. It included a range of questions covering demographics, economic challenges of the pandemic, household impacts, and impacts on work. So some of the questions we asked were, for example, about whether people had lost their jobs, what changes they saw to their income, what financial support they received, changes in hours spent on unpaid care and household chores, whether girls had to be pulled out of school to support their family's income, and also around gender-based violence, so whether they had experienced it themselves or whether they knew someone who experienced it. And just to note also the limitations of the survey. So it was a good sample, but also it was relatively small. You can see that we only looked at factories in Dhaka and Phnom Penh, so not outside of the capital cities. So in future research projects, we would want to look in also the rural and regional areas, and also recognising that garment workers don't always feel comfortable painting the full picture of their experience, because there can be impacts either for their safety or their ability to retain a job. On the next slide, I've shared just some details which Aurora has shared around Shayla's story, which was collected at the end of 2021. You can see the impacts, I guess, that garment workers had experienced, and that she had to borrow money to feed her family, and that also she had to go hungry for herself because she wasn't able to afford food, and that she didn't receive any severance pay when she was let go from her job, even though it's required under Bangladeshi law. So that was really key in the report. So across Bangladesh and Cambodia, between 70 to 80% of the workers surveyed didn't receive any severance pay when they lost their jobs. Almost all of them aren't earning enough to cover basic living costs for themselves and their families. About 40% of surveyed workers had to take out a loan to cover basic costs like food during the pandemic or medical expenses.
And also across both countries, between 70 to 90% of workers didn't have enough money to feed their family. So I think Shayla's story encapsulates the human story behind the data, but that the data is very shocking in terms of COVID-19's impacts on garment workers. Thank you. Merci beaucoup, Catherine, pour cette intervention. Je vous propose de passer tout de suite en fait à l'intervention de Moryan Nessa, qui va venir finalement compléter un peu et nous parler de l'expérience au Bangladesh. Moryan, the floor is yours. Thank you, and thank you, Catherine, for sharing the findings. Actually, ActionAid Bangladesh, we started working in Bangladesh in 1983. So it was started like with a charity approach, and slowly we comes that issues came, and ActionAid started to find issues, especially on women's rights, and then expand its work. So in 2006, we realized that there is a big sector where ActionAid should work, which is the workers' rights. And then we start our work with the workers, especially the women workers who are working in the R&D sectors. So, in Bangladesh, it's a big area where the women are involved in economic activities. So initially, we started our journey with awareness on ACER-HR, so especially in the hazardous factories, that how the women workers are working then and how much awareness they have about their health, especially sexual and reproductive health. So from there, slowly we expand our work because lots of other issues and the living condition of the workers. So we started work on their capacity building, like leadership skill and the laws, policies. We try to increase awareness through some activities on that. And then obviously as a part of this work, advocacy and campaign came, and we started advocating for living wage and the international policies and laws and that. So so that was the story how we started working on government's work. And if from then in different issues of work on our worker rights we work. And currently, actually, we working with actually Australia. So it's also, like today we are talking with actually France, then we are sharing our experience. So that's how we always try to share our information, what is the condition and how, especially the brands and buyers are from other countries, from Europe, France, Australia there. So we try to share our experience and how the needs are here. So like through this type of conversation and experience sharing, we also started working with ActionAid Australia. But there was, we had a project, we have that project. So where ANCP funding us. So through this project, we tried to understand, we know that overall the living condition of the workers is not very good in Bangladesh. You see, you already had the quiz that what is the living wage per month for the workers, and it's very low. So we all know that how they're living. So when the COVID started, then we feel that, when in general situation they live this kind of difficult life, how could be they affected through COVID? So to understand their situation during the COVID. So we did that study, and thanks to ActionAid Australia, they were with us, and we did the study in actually Cambodia and in Bangladesh. And the findings are in front of you, and you will have the full report there. So that's how actually we work on that report. So for us, it was a bit easy to conduct this type of study because we are working with workers for a long time, and one of our approach is working with them in a workers' cafe. So we have cafes in communities. It's not in the factories, it's actually in the communities where the workers live. So because when they are in the factory, sometimes they are not very comfortable to share their situation, how they're feeling, and they may feel some kind of pressure from the factories.
So that's why we actually we are running the cafes in the communities where they live. So we have that kind of cafe where the workers can come, they can share their experience. If they need any kind of support, they can ask for their support for the cafes. So as we are running there, and the workers always have access to this cafe, so we conducted the service on that cafes where the workers comes. And as Catherine mentioned, that we conducted the survey with 100 workers, and they're from 34 factories. So in this cafe, when they come, they discuss. So they also share their experience, especially in COVID. So from where we get the findings. So this is how actually we are involving the full study, and we could contribute in the report. And I think as we are trying to share our experience, their situation, especially in COVID, so that people have idea that how they are living actually and how COVID impacted them. So one of the event is today, and we are sharing the findings with you. Thanks to Action Aid France that they could manage to organize this webinar. And as I was mentioning, there's one of our approach or working approach is working with the workers through cafes. We especially call it women workers cafes. So it is actually a comprehensive approach where the workers can come, they can share their experience if they need any kind of legal support or any kind of psychosocial support. All kind of support we provide through this cafe. And this environment is the environment of the cafe is very informal, to make an environment where they can express their feelings, they can share without any fear. So this is how actually we always, whenever we talk about workers, we Action Aid Bangladesh is working with worker rights. We always mention our this unique approach of women's cafe. So this is how actually we are working. And as I mentioned that in the study, we try to understand that how they're affecting through COVID. So it is actually the scenario during the COVID. So in general, if you think that how is the condition, it's not actually very different. So maybe due to COVID, it's a bit extreme. But if you think overall, the scenario is almost same. They always have to struggle with their livings because of the very low living wage. Because in Bangladesh, even in Bangladesh, it's very difficult to live your life with only 83 euro per month. So, and most of the amount they spend for their food. And when we talk about the condition of the factories, some factories, they are very good, they are implementing all the compliance and laws and policy and everything. But there are lots of factories who are not in the list, or we call them the third party. There are lots of other factories who are not enlisted. And so their condition is very, very difficult. So when you talk with the workers, so you can see that sexual violence is there. You can see that the other laws for workers is very, very it's not very good there, because they don't get their maternity leave as well. And sometimes they said that when they go for maternity leave and then when they come back, they ask for less price, because they say that you are not that much capable now to deliver your duties, so you have to work in with a less wage, or in a lower position. So in overall, we can see that lots of women are working in the government sector. But if you go with the layers, like the management level, the higher management level, you will find very few women are there. Only in the entry level, there are lots, huge number of women. So we call it is an indicator of women empowerment, but there is also lots of hidden issues where we need to work. So these are actually, I was talking about the overall condition, that how they are living now in general, except COVID, because we have the study on COVID. But still, without COVID, the scenario is not very good. And another issue was we are talking that it's about the history as well. That when we started working in 2006. So slowly we involved in lots of workers' rights issue, and you all know in 2013
there is a big incident of Rana Plaza. So, ActionAid was very closely involved on Rana Plaza issue. So we just immediately started working with the workers. We closely worked for this with the survivors, for their with their families, and from the rescue to provide them mental support. And we developed a database with the 1,400 workers who were in the Rana Plaza factory. And still now, it was 2013 and it's 2020. Still now, every year we are trying to conduct a survey and trying to understand how their condition is. And still we are advocating for their needs and other things. Even and last year when we did the study, we got some interesting findings, because we think that after this long time, maybe they are now in a good situation or they are improving. But there's some issues, like some workers, they get different type of benefits from the factories or government. But as the incident was very, very unexpected, and I can remember one story that one of the workers said that she was fine when the incident happened. She had a little headache on her head, and then she went to the doctor, and the doctor said that she is fine. So she didn't get any kind of incentive from anywhere because she was fit. But after this 10 years or 9 years, now she can't see, because the injury she had on her head, it was kind of, it works very slowly. So now it's effect on her eyes, and now she can't see. So you see that the incident happened in 2013, and still the people are suffering in 2020. The people, she didn't get the incentive, they are not the treatment or anything, but still she is suffering. So it is actually, if we talk about the whole industry, it is actually like that. Even when the working condition is not good and the worker are working there for long years, so they become sick, and you can't see that sickness in one moment, because it's coming slowly. That's why we see that the workers even can't work well for long years in one factory. They have hearing problem, they have eyes problem, they have breathing problems. They are slowly infected, and their physical condition slowly became bad to survive. So this is the actually overall condition when we are talking about the workers. I don't know, I think I talked a lot and lots of issues. Actually, this issue is a very big issue. So whenever you start talking, lots of things comes there. So if you want to know more or anything, so we can discuss later. Thank you so much. Merci beaucoup, Moriam. Vraiment, ton témoignage, il est vraiment très, très précieux pour nous. C'est quelque chose qu'on souhaitait de vous avoir aujourd'hui avec nous pour la diffusion de ce rapport et la traduction de ce rapport en français. Merci aussi beaucoup à Catherine d'être présente avec nous. Voilà, il faut savoir aussi que Moriam, du coup, se trouve au Bangladesh et que Catherine se trouve en Australie. Le décalage horaire est vraiment terrible, et c'est vraiment super sympa de leur part de venir participer à ce webinaire. On a beaucoup de questions dans le chat. J'en prends quelques-unes, puisqu'on va répondre à certaines questions, notamment je pense aux entreprises, à la taille des entreprises, ça interviendra dans la deuxième partie. On a une question peut-être plutôt pour toi, Moriam. Est-ce qu'il y a des syndicats dans ces entreprises ? Et ces syndicats sont-ils fiables pour pouvoir travailler avec eux, et sont-ils un appui réel pour les travailleuses de ces entreprises? So not in all factories, but some factories have a union. But if you talk about the functionality or how active they are, this is questionable, because we know that if the unions are very strong, then the workers' rights would be in a better condition. But yeah, we can't say that there are no unions. Yes, there are a few unions, they're working, but the effectiveness and the pressure, as a pressure group, they should work.
there are some questions that how much they're effective there. Merci beaucoup, Mariam. On a également une autre question sur la tranche d'âge des travailleuses qui ont été interrogées du coup pour cette enquête. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Mariam? So usually the workers are started working from 18, and it was open. We didn't limit the years, so the workers who are working. At this moment, I can't exactly remember how was the age. So Catherine, can you remember how was the age? No, I'm trying to find it right now. I might put it in the chat once I find it. Yeah, okay. Merci. Dans tous les cas, la section voilà, questions-réponses reste ouverte et on répondra à vos questions au fur et à mesure. Je m'excuse par avance, c'est vrai que c'est un webinaire d'1 heure et qu'on ne va pas pouvoir couvrir tous les sujets de ce rapport qui est vraiment extrêmement riche. Et malheureusement, on peut pas être exhaustive lors de ce webinaire. Donc, je vous propose de continuer sur notre deuxième point. Donc, c'est un point technique plutôt sur la mobilisation et les campagnes qui sont en cours. Donc là, on va vous parler un peu plus des entreprises, de ce que l'on peut mener, des campagnes internationales qui existent sur le sujet. Et je vous propose d'amorcer en fait cette séquence avec un autre petit quiz. Mariam nous a parlé tout à l'heure de l'incident et de la catastrophe du Rana Plaza. C'est vraiment un événement fondateur et majeur lorsque l'on parle de l'industrie du textile. Et c'est la question que je vous pose du coup. Est-ce que vous savez quand a eu lieu l'incident du Rana Plaza? Le 24 avril 2010, le 24 avril 2013 ou le 24 avril 2016? Je vous laisse réponse dans le chat. On n'a que des bonnes réponses. On a des personnes qui sont vraiment très au fait de l'industrie du textile. Donc, évidemment, c'est le 24 avril 2013 et on va du coup commémorer l'année prochaine les 10 ans de cette catastrophe. Je vous dis un peu plus sur l'incident du Rana Plaza. Donc, c'est le 24 avril 2013 dans la banlieue de Dhaka au Bangladesh que le Rana Plaza s'est effondré. C'était une usine textile de 8 étages qui produisait des vêtements pour de grands distributeurs européens de mode dite de fast fashion, de prêt à jeter. Le bilan humain est assez catastrophique puisque 1138 ouvrières et ouvriers ont perdu la vie et 2500 ont été blessés. Donc cette affaire, elle a été mondialement médiatisée. L'effondrement de l'immeuble a éveillé véritablement les consciences des consommateurs et des consommatrices et a mis en lumière les conditions de travail qui étaient vraiment déplorables dans cette industrie du textile. Depuis, les conditions ont un peu évolué et ont été un peu encadrées, notamment avec un accord qui s'appelle l'accord sécurité et salariale depuis du coup l'effondrement du Rana Plaza, mais cela reste vraiment encore minime et insuffisant. Cet accord, il a été renouvelé en janvier en 2018, pardon, pour courir encore quelques années. Et malheureusement, finalement, toutes les grandes marques, les grandes enseignes n'ont pas encore signé cet accord. Et donc, c'est la deuxième question que je vous pose. Parmi les enseignes que nous citons ici, lesquelles, selon vous, n'ont pas encore signé l'accord? Je vous laisse répondre dans le chat. C'est un accord, en fait, du coup, je m'explique un peu plus, mais c'est un accord que les entreprises signent pour s'engager à mettre en place des mesures de sécurité sur leur chaîne de production. Donc, typiquement, pour faire attention, c'est un peu le devoir de vigilance dont on va vous parler plus tard, mais c'est pour faire un peu attention aux conditions de sécurité des ouvrières pour qu'il n'y ait pas une seconde catastrophe comme on a connu avec le Rana Plaza.
Alors, presque toutes finalement. Il n'y a que H&M qui a re-signé cet accord. Aujourd'hui, du coup, parmi ces 4 enseignes, voilà, seul H&M a signé l'accord international santé et sécurité. Et nos organisations, voilà, ActionAid Bangladesh, ActionAid Australie, mais aussi le collectif éthique sur l'étiquette, militent pour qu'un maximum de marques, notamment celles comme Auchan, dont la présence au Rana Plaza a été avérée, signent cet accord de sécurité. Voilà, donc on fait des appels urgents dans ce cadre pour vraiment interpeller les marques, voilà, qu'elles mettent en place de véritables mesures et qu'elles prennent un peu leurs responsabilités quant à la sécurité et à la santé des ouvrières et des ouvriers, bien sûr. Ce qui m'amène du coup voilà, à faire un petit pont à Naila Ajatouni, qui est la déléguée générale du collectif éthique sur l'étiquette et qui nous a gentiment rejoint du coup pour cette deuxième partie. Bonjour Naila, merci beaucoup de ta présence ici. Et donc tu vas nous parler un peu plus de la mobilisation internationale, de ce que vous faites du côté du collectif éthique sur l'étiquette. Je te laisse la parole. Oui, bonjour Aurore, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation, l'organisation de ce webinaire et puis ces interventions vraiment intéressantes des collègues du Bangladesh et du Cambodge. C'est un sujet important et peut-être juste en préliminaire avant de parler des campagnes. Donc oui, moi je travaille pour le collectif éthique sur l'étiquette qui existe depuis 1995. 1995, c'était avant que l'industrie de l'habillement soit aussi présente médiatiquement, avant l'émergence de la fast fashion. Enfin, elle était même pas, le modèle se développait, mais n'était pas encore, les effets de l'industrie du textile n'étaient pas aussi exacerbés, en tout cas visibles. Nous faisons partie de la Clean Clothes Campaign. On est le membre français de ce mouvement international de défense des droits des travailleurs de l'habillement dans le monde, et on travaille plus largement pour l'instauration d'une régulation contraignante pour que enfin les sociétés transnationales qui détiennent en fait le pouvoir décisionnaire en matière économique puissent être redevables devant la justice des impacts sociaux et environnementaux de leur activité partout où elles produisent. Donc, on regroupe 17 organisations en France, des ONG, des syndicats, des organisations de défense des consommateurs, dont ActionAid, bien sûr. Peut-être simplement pour dire que tu as évoqué l'effondrement du Rana Plaza, Aurore, c'est un peu un moment fondateur dans la prise de conscience citoyenne, mais aussi politique. Et ce qui est venu montrer le Rana Plaza, l'effondrement du Rana Plaza, c'est justement cette question de l'irresponsabilité qui rend aujourd'hui les travailleurs de l'habillement vulnérables en fait dans cette mondialisation, puisque leurs droits fondamentaux sont constamment bafoués et qu'il nous faut construire des recours aussi juridiques pour que ces situations ne se perpétuent pas. Donc, on a eu l'effondrement du Rana Plaza, le scandale du travail forcé des Ouïghours qui a émergé en 2019, et précisément avec ActionAid et Sherpa, on a même déposé une plainte au pénal contre 4 transnationales, donc Inditex, Uniqlo, Skechers et puis SMCP, un groupe français, pour recel de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire pour prouver que les sociétés transnationales profitent en fait de ces situations de non-droit pour faire du profit et qu'il faut que cela s'arrête. Donc on a l'arme du droit à travers des plaintes, on a tout le travail que l'on fait pour construire des lois comme celle sur le devoir de vigilance. Il y a eu en France un mouvement très important, assidu, permanent pendant 5 ans, entre 2012 et 2017, pour qu'on ait la première législation au monde sur l'obligation de vigilance. Elle existe, elle n'est évidemment pas suffisante, mais elle a conduit aujourd'hui à ce qu'on ait aussi un texte au niveau européen. Donc nos organes en France et en Europe et bien sûr dans les pays de production ont poussé pour que du texte français émerge une directive européenne. Le texte n'est pas assez ambitieux, on continue à se mobiliser. Et puis, nouveau scandale, nouvelle situation dramatique, la pandémie de Covid, qui est venue, encore une fois, à travers l'industrie du textile, illustrer cette question de l'irresponsabilité et de la vulnérabilité, parce que ce dont on s'est rendu compte avec l'industrie, avec la pandémie du
du Covid-19, c'est que là où dans nos pays développés, on avait des systèmes de protection sociale exceptionnels qui étaient déployés pour faire en sorte que, d'une part, d'abord, les entreprises puissent tenir la route, mais aussi que les salariés ne perdent pas leurs revenus à cause du ralentissement de l'activité ou d'une absence d'activité. Pendant la pandémie de Covid, encore une fois, malheureusement, dans l'industrie de l'habillement, on est venu voir que les travailleurs étaient les premières victimes et les victimes immédiates de ce ralentissement économique mondial, puisque du jour au lendemain, en quelques jours, en quelques semaines, les sociétés transnationales ont eu les moyens, ont décidé de ne pas payer des commandes, parfois déjà produites, finalement, voilà, cesser leur activité parce qu'elles ont la possibilité, alors qu'elles sont engagées auprès d'acteurs économiques dans les pays de production textile. Et les premières et les premiers qui ont pâti de cet arrêt d'activité, ce sont les travailleuses et les travailleurs, laissés sans protection d'abord physique. Hein. On travaille à la Clean Clothes Campaign avec des organisations de défense des droits des travailleurs dans de nombreux pays de production textile, donc pas de protection face à la pandémie, de masques, des usines bondées, etc. Et puis pas d'alternative lorsque les usines étaient fermées, donc sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. À partir en mai 2020, nous avons sorti un premier rapport qui s'appelait Underpaid in the Pandemics, donc sous-payés pendant la pandémie, qui montrait que pour simplement les 3 premiers mois de la pandémie, il y avait entre 1,5 et 2 milliards, je crois, de dollars qui étaient dus aux travailleurs de l'habillement parce qu'ils ont travaillé, n'ont pas reçu leur salaire dans l'intégralité et n'ont pas de protection sociale qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à leurs droits lorsqu'il y a un ralentissement de l'activité économique. Or, les grandes multinationales européennes, elles ont été protégées dans leur activité économique. Bien sûr qu'il y a eu un ralentissement, mais le secteur de la fast fashion est reparti de plus belle et on parle aussi de profits même additionnels pour certaines grandes entreprises comme Amazon, qui est aussi un donneur d'ordre dans le vêtement, qui a complètement profité en fait de cette crise du Covid. Donc c'est extrêmement important de bien sûr continuer à lutter pour cette question de la régulation, d'un devoir de vigilance européen, international, mais on a aussi décidé de s'attaquer directement aux sociétés transnationales. Ça fait aussi partie de nos modes d'action. Alors peut-être en 2 mots, dès les débuts de la pandémie, en fait, donc Clean Clothes Campaign, Éthique sur l'étiquette, ont sorti ce premier rapport. La documentation de l'impact s'est bien sûr poursuivie et très rapidement, des dizaines d'organisations ont décidé de créer une campagne internationale qui s'appelle Pay Your Workers, dont bien sûr ActionAid International et puis différentes ActionAid font partie, Éthique sur l'étiquette, beaucoup de syndicats aussi, pour avoir une action immédiate, forte, et sans concession auprès des principales intéressés que sont les sociétés transnationales de l'habillement, pour les contraindre à assurer les salaires qui sont dus aux travailleurs. Hein, je rappelle qu'ils ont travaillé mais n'ont pas reçu la totalité de leur salaire, sans filet social, en s'engageant à signer ce qu'on appelle une garantie sur les salaires. Hein, donc on a construit une proposition surtout les réseaux évidemment sur place, des propositions qui demandent aux entreprises d'abonder un fonds pour garantir les salaires et dans un second temps, de manière concomitante, de s'engager pour qu'il y ait une protection sociale et que les travailleurs et les travailleuses ne soient plus la variable d'ajustement en cas de crise économique alors que les sociétés multinationales et leurs profits sont protégés. Donc, cette campagne existe depuis 2020. Il y a une pétition qui vise certaines grandes enseignes, notamment Nike, Adidas ou Amazon. On a eu plusieurs semaines d'action. On prévoit encore des semaines d'action internationales ciblant certaines enseignes, soit qui pour l'instant refusent d'entrer en dialogue, refusent même de considérer la question et dont on pense qu'elles ont tous les moyens de contribuer à ces fonds qui permettraient que les travailleurs reçoivent leur salaire. Donc voilà, je ne sais pas Aurore si tu veux que je donne le nom ou qu'on mette dans le chat, mais la campagne c'est Pay Your Workers. Cette campagne
voilà, existe tout au long de l'année. Dans de nombreux pays, il y a des actions qui visent à mettre la pression sur les sociétés transnationales. Et ce type de campagne nous permet aussi d'alimenter un plaidoyer plus global pour renforcer la directive sur le devoir de vigilance qui est actuellement en négociation en Europe, mais aussi renforcer des textes comme le règlement sur le travail forcé qui vient aussi de sortir. Donc, cette pression sur les entreprises nous aide aussi à alimenter ce plaidoyer plus global. Merci beaucoup Neïla pour voilà, les quelques pistes de mobilisation, comment on peut agir, comment on peut se mobiliser pour faire un peu avancer les choses sur l'industrie du textile. Je propose qu'on fasse aussi un petit focus du coup sur le cas Nike qui a été un cas qui est abordé en fait dans le cadre du rapport, notamment avec cette usine Violet Apparel. Catherine, si tu veux bien nous parler de ce cas, je te laisse la parole. Thank you. And like Naila said, I just wanted to acknowledge that I'll explain the Nike campaign, but a lot of this work has been being done by our partners, so particularly the Cambodian Alliance of Trade Unions, which is the union that represents the Violet Apparel workers in this case, and then a lot of our international partners. So we work really closely with Clean Clothes Internationally, Workers' Right Consortium. They've done a lot of work to bring this case to the public, and ActionAid is part of that global coalition supporting the workers. And because there is no severance guarantee fund that brands have signed on to at the moment, we're also having to fight these cases individually as well, so that the workers who've been affected get their rightful compensation. So in this case, if you go to the next slide, please, we saw 1,284 women garment workers lose their jobs overnight at the Violet Apparel factory in Phnom Penh. And this was in 2020, a few months after the start of the pandemic. And Violet Apparel is owned by a company based in Singapore called Ramatex, which has a history of labour rights issues in its operations. Violet Apparel produced for Nike, and Nike is one of Ramatex's biggest buyers, and their relationship goes back to at least 2005, which means that Nike has leverage over Ramatex, and they could work together to get these workers paid. These workers are demanding their legally owed damages and compensation, unpaid wages and bonuses, which amount to at least 1.4 million US dollars. So on the next slide, I have a quote and a picture from one of the workers, who's worked at the Violet Apparel factory for 17 years. So she says, when I heard that Violet closed, I felt like I lost everything I ever thought possible. It's hard to get money for my child's schooling or to pay the bank or for medical treatment when my family's sick. So she had been participating in protests as a union leader since the closure of Violet Apparel. And if you go to the next slide, under Cambodian labour law, these are the requirements which aren't followed by brands, but workers on permanent contracts must be given advance notice between 1 week and 3 months before they're told they've lost their jobs, depending on their seniority or how long they've worked there, or they're entitled to pay for that period of time. And they're also owed damages if they're dismissed without reason. So in this case, based on the average time that the workers had been there, on average, the Violet Apparel workers should have been given 2 months' notice or pay equivalent to that, which they weren't. And on the damages question, the factory, Violet Apparel, claimed that it had lost orders due to the COVID-19 pandemic. But Ramatex, its parent company, never produced any evidence to show that it had to close the factory. So we don't accept the arguments that the parent company and the factory are given. And in this campaign, we've been liaising with Nike. So our partners, the union, lots of organisations, including ActionAid Australia, have written to Nike. Nike's response has been that they haven't sourced from the Violet Apparel factory since 2008, which isn't true. They say that Violet Apparel isn't authorised to produce Nike goods, but nevertheless, workers have consistently said that they regularly sewed for Nike in that factory for many years, and
up until shortly before the factory closed. And they also have images of the products and the thread lists to show that Nike was sourcing from them from at least December 2019. And that work was being done, as the photos show, for Olive Apparel, which is a factory that is on Nike's supplier list. So it's all very intimately connected. So we've been writing to them. They've had the same response, which I described just then, and they haven't resolved the situation. We've also been running an online and in-person campaign. So on the next slide, I have some pictures of some actions that we did in Sydney, but our partners have also visited stores across the world. People online have written to Nike executives and shared social media content. But in order to push Nike even more, we'll be revisiting some of these strategies in the next couple of months. And I wanted to end on a positive note, which is on the next slide, just to show you that there have been examples where big brands and factories have worked together to pay workers what they've owed. And brands have used their leverage to do this. So this is a campaign that also was part of the Clean Clothes Pay Your Workers campaign. And this year we saw more than 1,250 Thai workers who sewed bras and lingerie for Victoria's Secret and some other big brands receive $8.3 million US in compensation, even though that original parent group had refused to pay severance to these workers that they were owed, even though the Thai government had ordered them to as well. So I guess also we're just saying that campaigning is really important. Governments tell these brands to pay and they don't. So advocacy is extremely important. And Nike has also paid their workers in the past in their supply chain. So in 2010 in Honduras, over 1,000 workers were owed about 1.5 million US dollars in severance. And after campaigning by labor rights advocates, Nike eventually paid up. And it was the first significant instance of a brand using their money to pay workers in their supply chain. So it has been done and it can be done again. So yeah, please stay tuned for any updates in the campaign and please support the Pay Your Workers campaign. Thank you. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment très éloquent de voir concrètement ce qui se passe avec Nike. On a une question dans le chat, simplement pour être bien sûr et de comprendre en fait ce qu'a répondu Nike suite à la mobilisation. Est-ce que tu pourrais revenir simplement sur ce point-là? Yes, so what Nike said was that they said they hadn't sourced from Violet Apparel since 2006, which isn't true because some of our colleagues went back to their supplier list and they had used Violet Apparel, I think also in 2007 and 2008. They say that the situation's being resolved. And they also point to a decision made by a body in Cambodia and say that that's resolved. But our union partners say that this isn't the case. And basically they're just trying to, I think that they're hoping that we will go away essentially. But that's not what we'll do. Merci. Et est-ce que du coup Nike a fait une quelconque compensation aux ouvriers, aux ouvrières? Nike hasn't, and the way that many of these cases are resolved is often the parent company pays. So we expect that that would be this case, but Nike hasn't paid any compensation to the workers. Some of the workers have received small amounts of compensation either through the government or through the factory, but not to the amount that they're actually owed. Merci beaucoup, Catherine, pour ton intervention. Encore une fois, pour toutes les questions, on va faire à l'occasion de la commémoration de cette catastrophe qu'est le Rana Plaza en avril 2023, on fera un autre événement qui sera consacré un peu plus sur les questions de fond, etc. Je vois qu'on a affaire vraiment à des participants et des participantes qui sont extrêmement avertis sur toutes les questions liées à l'industrie du textile. Donc 2023, ça sera vraiment une
une année engageante et pour laquelle on pourra faire d'autres événements de ce type. Je voulais simplement du coup conclure en quelques mots ce webinaire sur voilà, l'approche qui nous tient tout particulièrement à cœur chez ActionAid, ActionAid International, mais aussi ActionAid France, qui est l'approche du coup basée sur le genre. Simplement vous rappeler que voilà, l'industrie du textile emploie vraiment particulièrement en fait des femmes. Au total, ce sont 60 millions de travailleuses au sein de l'industrie du textile dans le monde, avec un volume horaire moyen journalier de 12 heures. Par exemple, et par rapport à la rémunération, donc c'est vraiment des travailleuses qui sont invisibles et sous-payées. Sur le prix voilà, d'un t-shirt vendu à 29 € en magasin, les ouvrières de la chaîne textile en moyenne touchent uniquement 18 centimes. Je vous l'ai mis sur la présentation, mais ça représente 0,6% du prix du produit. Donc le rapport que l'on diffuse aujourd'hui en français met particulièrement en lumière ce phénomène, la présence des femmes dans l'industrie du textile et les conséquences et l'impact négatif qu'elle peut avoir sur elles. On parle de violences sexistes et sexuelles au travail, d'harcèlement, avec des chiffres assez éloquents. Voilà, 30% des femmes interrogées ont déclaré qu'elles avaient subi une forme de violence au travail, 41% ont été témoins ou connaissent une collègue victime de harcèlement sexuel au travail et seulement 25% ont porté plainte. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont éloquents et qui mettent en lumière voilà, que c'est un enjeu sociétal aussi du point de vue des femmes et de leur exploitation. Face à ce constat, il est possible d'agir. Chez ActionAid France, on se mobilise pour l'amélioration des mesures de prévention et de protection en France, mais aussi en Europe, sur toutes les chaînes d'approvisionnement des entreprises françaises. Pour ça, on a un outil qui s'appelle voilà, la loi sur le devoir de vigilance. C'est une loi qui a été adoptée en 2017. Elle est relative donc au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Concrètement, elle s'applique aux entreprises et aux groupes qui emploient plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 salariés en France et à l'étranger. Le devoir de vigilance, c'est une obligation qui est faite aux entreprises donneuses d'ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et également de gouvernance, donc qui sont liés à leur opération, mais qui peut aussi s'étendre aux activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux. Donc là, on parle des sous-traitants et des fournisseurs, et c'est vraiment en ce sens qu'il est important, voilà, et que c'est un outil particulièrement intéressant pour nous, organisation de la société civile, ouvriers, pour voilà, saisir les entreprises et ne pas les laisser en toute impunité, ne pas finalement prendre leurs responsabilités à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, ce que ActionAid France conseille et plaide finalement, c'est une application stricte de cette loi. Il faut que les entreprises sachent concrètement ce qu'elles encourent lorsqu'elles se mettent à défaut ou qu'elles ne respectent pas finalement ce devoir de vigilance à tous les niveaux de la chaîne de production. Cette loi, il faudrait qu'elle touche aussi davantage d'entreprises et c'est pourquoi on mène actuellement voilà, un plaidoyer au niveau européen pour une directive européenne ambitieuse. Tout ça, c'est des recommandations que vous allez retrouver aussi dans le rapport et on en parle un peu plus précisément. Et donc, nous, notre valeur ajoutée un peu chez ActionAid France, c'est aussi le fait que l'on plaide pour une loi sur le devoir de vigilance combinée un peu à l'application de cette convention 190 de l'Organisation internationale du travail. On en parle souvent de cette convention internationale, mais elle est vraiment très importante et innovante puisqu'elle reconnaît vraiment l'impact direct des entreprises sur les conditions de travail et donc sur les risques de harcèlement sexuel, de violence, y compris sexistes et sexuelles au travail. Et donc, combiné à la loi sur le devoir de vigilance, on pourrait voilà, conduire à une protection plus globale des ouvrières sur toutes les chaînes d'approvisionnement finalement.
Donc aujourd'hui, la France, pour vous faire un petit point, un petit état des lieux sur cette convention, la France a bien ratifié la convention, mais c'est une ratification à minima. Et concrètement, nous, ce que l'on souhaite, c'est que cette convention soit accompagnée de mesures concrètes. Donc concrètement, dire aux entreprises qu'elles devraient mettre en place tout un arsenal de mesures pour accompagner les salariés qui seraient victimes d'harcèlement ou de violences sur le lieu de travail, et pas seulement, hein, finalement. Et surtout, voilà, c'est que ce genre de mesures soit applicable à tous les niveaux de la chaîne de production, encore une fois, ce qui nous permettrait d'avoir une prise en charge plutôt englobante et s'intéresser aussi finalement aux conditions des travailleurs et des travailleuses qui ne sont pas seulement en France. Donc, je vous ai mis quelques points, voilà, les petites recommandations que vous trouverez à la fin. Ça, c'est vraiment les recommandations phares de notre rapport. On demande la transparence des entreprises, des salaires aussi égaux finalement, et voilà, simplement des salaires qui permettent de mener un train de vie digne. Voilà, aussi que les entreprises prennent en charge leurs responsabilités vis-à-vis de cette crise de pandémie et qu'elles y répondent. Garantir l'application également de la loi française, donc là je vous parle de la loi du devoir de vigilance, adopter également, je vous en parlais tout à l'heure, mais une directive européenne ambitieuse et mettre en œuvre finalement la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail. Voilà, j'espère qu'on a couvert un peu aussi tous les sujets phares de ce rapport, qu'on vous a donné envie de le lire. Pour le consulter, je vous invite à aller sur le site internet de ActionAid France, actionaid.org, et également, donc, en guise finalement de conclusion, j'aimerais bien donner la parole à Kémis Sundus Kémis. Je suis désolée Sundus, mais je lis mot pour mot ton prénom dans le chat. Voilà, Sundus, si tu veux bien conclure ce rapport, je vous en parlais un peu en introduction, mais Sundus, c'est elle finalement qui est à l'origine de cet événement et puis aussi de la diffusion de ce rapport, de sa traduction en français. Voilà, Sundus, si tu veux conclure ce webinaire, je te laisse la parole. Merci à toi, Aurore, de me donner la parole. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire sur les répercussions de la pandémie Covid-19 sur les ouvrières du textile au Bangladesh et au Cambodge. C'est un événement qui a été organisé à l'occasion de la publication du rapport, comme vous l'a dit Aurore. Et c'est un rapport sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler tout au long de mon stage de 6 mois que j'ai effectué chez ActionAid France en tant qu'assistante chargée de campagne droits des femmes. Et avec l'aide des collègues d'ActionAid France et des partenaires ici présentes, on a pu produire, enfin du moins je l'espère, un rapport qui fait entendre la voix de celles qu'on entend très peu, voire jamais, la voix des invisibles et celles qui portent en fait le poids d'une organisation du travail qui ne permet pas de vivre dignement et encore plus quand on est une femme. Et c'est donc avec émotion que je vois aujourd'hui, quelques semaines après la fin de mon stage, que ce travail a porté ses fruits et se matérialise aujourd'hui avec cet événement et la publication du rapport. Et j'espère que ce webinaire vous a plu et vous a éclairé sur les différents enjeux liés à cette problématique, comme les questions de travail décent, les violations des droits de travailleurs et travailleuses dans cette industrie, l'enjeu féministe que ça implique, le devoir de vigilance ou encore la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et je tiens à remercier Catherine Tou, Mariam Nessa et Naila Jaltouni d'avoir répondu favorable à notre invitation. Et je remercie aussi toute l'équipe d'ActionAid France et notamment Aurore Pereira pour m'avoir aidée et soutenue tout au long de ce travail. Donc encore merci de votre participation et j'étais ravie de voir votre engagement face à ces questions et l'intérêt que vous avez porté à nos travaux. Merci à tous et la lutte continue. Merci beaucoup Sundus, merci à toutes nos intervenantes, merci Morium, merci Catherine, merci Naïla, merci à nos interprètes Louise et Mathilde et encore une fois merci Sundus et un grand bravo. Et bien sûr, merci à tous les participants et à toutes les participantes d'avoir suivi ce webinaire. Je vous invite du coup encore une fois à aller consulter ce rapport sur le site d'ActionAid, actionaid.fr et non pas .org, excusez-moi. À très bientôt.